Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 h Sénat. Voici les titres. Au 7e jour de leur mouvement contre la réforme ferroviaire, les cheminots ne désarment pas. La grève sera reconduite demain. La bataille se poursuit à présent dans l'hémicycle. Les députés ont prévu d'examiner ce texte de la discorde jusqu'à jeudi. À la veille de la présentation en Conseil des ministres de la réforme territoriale, les ministres devant le groupe PS du Sénat pour convaincre les sénateurs de la majorité du bien fondé de cette réforme. On en parle avec notre invité ce soir, Martin Malvy, président PS du Conseil régional de Midi-Pyrénées. Premier bureau politique pour la nouvelle direction de l'UMP. Luc Châtel a pris ses fonctions hier et entend bien tourner la page de l'RCOP, alors que Jérôme Lavrieux est en garde à vue depuis ce matin dans l'affaire Big Malion. On retrouvera sur place notre envoyé spécial, Mickaël Zamès. Cela fait désormais une semaine que les cheminots sont en grève contre la réforme ferroviaire, alors que le débat s'est ouvert cet après-midi à l'Assemblée nationale. Pas question pour les manifestants de désarmer. Après s'être rassemblés devant le Palais Bourbon, ils ont bloqué les voies des Transiliens gare Montparnasse et maintiennent leur mobilisation jusqu'à demain. Paul Bouffard. C'est une grève qui dure. Demain, 8e journée de mobilisation. Du jamais vu depuis 2010. Et la réponse politique est claire, les qualificatifs pleuvent. Inutile, irresponsable, le gouvernement est à l'unisson. Et son Premier ministre en tête. Le gouvernement est ouvert au dialogue. Il pense que cette réforme est indispensable. Il considère que les Français ont droit à un service public qui fonctionne. Et en tout cas, vous l'avez compris, il est ferme, déterminé à faire en sorte que cette réforme puisse aboutir. À droite, on continue d'être divisé. Luc Châtel, nouveau secrétaire général de l'UMP, prend à contre-pied d'autres cadres du parti et demande le report de la réforme. Mais au Sénat, pas question. La balle est dans le camp des parlementaires. Au-delà de l'aspect de la grève, je crois que la réforme est nécessaire, que sans doute la réforme préparée par le gouvernement ne répond pas à l'ensemble des sujets. Elle est très imparfaite et notamment elle tente à faire accroire une espèce de construction, mais retirer la réforme du débat parlementaire n'aurait aucun sens. Une réforme nécessaire pour rebâtir une SNCF plus forte, capable de résister à la concurrence européenne. Pour Pierre Cardot, il faut franchir le pas. Avec cette réforme, les choses sont claires. On sait que d'ici quelques années, il va falloir se préparer à une autre ouverture à la concurrence. La question est de savoir si on se protège fortement au point de risquer de se fragiliser quand il y aura la concurrence. Quant à rêver que la concurrence n'aura jamais lieu, ça c'est un rêve hexagonal. Nous avons énormément de développement de parts de marché à l'étranger. La SNCF est quand même en train de conquérir des marchés ailleurs. On peut comprendre que nos voisins n'apprécient pas qu'on vienne les concurrencer quand ils ne peuvent pas venir chez nous. Aujourd'hui, le gouvernement dit avoir entendu les grévistes et compte bien sur le débat au Parlement pour désamorcer la grève. Et nous reviendrons sur les enjeux de cette réforme ferroviaire et sur la grève des cheminots avec nos invités à la fin de ce journal. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, était l'invité de Preuve par 3 à l'émission politique de la rédaction de Public Sénat. Il a réagi à cette réforme ferroviaire. Il dénonce, je cite, l'autoritarisme du gouvernement. On l'écoute. Quand il y a encore un conflit, on négocie. Parce que s'il n'y a pas d'autre sortie possible, il faut, quand il y a un conflit, qu'il y ait un protocole d'accord à la fin d'un conflit. Si on laisse pourrir une situation dans un sens ou dans l'autre, si chacun joue les gros bras, y compris le gouvernement, il fait un acte d'autoritarisme. Hein, c'est un peu ça quand même, quoi. Là, on ne discutera pas, se permet des commentaires, certains ministres se permettent des commentaires sur les organisations syndicales. Vous imaginez si demain les syndicats faisaient des commentaires sur les partis politiques, où on va ? Voilà, émission à revoir en intégralité sur notre antenne à partir de 22h45 ce soir. Siemens et Mitsubishi ont dévoilé leur offre de reprise d'Alstom, une offre pour contrer celle de General Electric. Les deux patrons ont présenté leur projet ce matin à l'Elysée avec la promesse de garantir 1000 emplois. Flora Sauvage. Ce matin, les candidats à la reprise d'Alstom ont rencontré François Hollande à l'Elysée. Objectif, contrer l'offre de General Electric. Alors que l'Américain propose de racheter la totalité du pôle énergie, Siemens est prêt à ne reprendre que l'activité turbine à gaz avec garantie de l'emploi. L'offre de Siemens, associée au japonais Mitsubishi, s'adresse autant au conseil d'administration d'Alstom qu'au pouvoir politique. Notre projet
commun préservera l'intégrité du groupe Alstom dans ses cœurs de métier. Concernant les autres activités du groupe français, Mitsubishi propose de renforcer la branche énergie d'Alstom. Sur la question de la préservation des emplois, le tandem germano-nippon a promis de créer 1000 postes en France, s'alignant sur une promesse de leur concurrente General Electric. Au sein du gouvernement, les avis sont partagés sur les deux offres de reprise. Pour le gouvernement, seul compte l'emploi, l'intérêt pour Alstom et les intérêts stratégiques du pays. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut que chacun se détermine. Et le temps presse, car l'offre de General Electric expire lundi, jour où les administrateurs d'Alstom devront rendre leur décision. Le lynchage d'un jeune Rome en Seine-Saint-Denis, fermement condamné par le gouvernement, François Hollande a dénoncé des actes innommables et injustifiables, heurtant, je cite, tous les principes sur lesquels notre République est fondée, tandis que des associations ont fustigé un climat malsain et un discours politique stigmatisant cette minorité. Je vous le disais en titre, on va prendre à présent la direction de la rue de Vaugirard à Paris, où se tient le premier bureau politique de la nouvelle direction de l'UMP. On va retrouver tout de suite sur place notre envoyé spécial, Mickaël Zamès. Alors Mickaël, quelles sont les premières décisions qui vont être annoncées ce soir ? Bon, première décision en tout cas, pas tout de suite parce que le bureau politique a pris un petit peu de retard. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est que ce trio qui est mis en place aujourd'hui, ce ne sera pas simple pour lui. Il devait faire table rase de cette affaire Big Malion, mais finalement les révélations, elles se succèdent en cascade et c'est presque au quotidien, semaine par semaine. Aujourd'hui, le site Mediapart a annoncé des surfacturations atteignant près de 17 millions d'euros et non pas 11 comme précédemment annoncé. Une campagne de Nicolas Sarkozy qui atteindrait près de 40 millions d'euros au lieu des 22 obligatoires selon la loi, et le directeur de cabinet, l'ancien directeur de cabinet Jérôme Lavrieux, qui est entendu par la police judiciaire et qui est en garde à vue, qui devra s'expliquer. Mis à part cela, le trio est au travail. Ils ont envoyé une lettre aux adhérents ce matin pour leur dire que toute la lumière sera faite sur ces affaires Big Malion et sur l'état des finances de l'UMP. Ils vont devoir également mettre un audit financier en place qui a été annoncé à partir d'aujourd'hui. Cet audit fera également la lumière sur l'état des finances du parti qui est assez catastrophique. Et puis, il va falloir organiser aussi le congrès qui aura lieu certainement au mois de novembre. On devait trouver une date pour ce congrès. Finalement, la date sera annoncée la semaine prochaine. Vous le voyez, chaque semaine, un feuilleton, chaque semaine, une nouvelle décision pour l'UMP. On sait simplement qu'aujourd'hui, il y avait un comité national d'investiture pour les futures élections sénatoriales. C'est François Fillon qui a dirigé les opérations et ça prend beaucoup de temps. Merci beaucoup Mickaël. Et justement, dans ces investitures pour les sénatoriales, on a appris aujourd'hui que François Baroin, le député maire UMP de Troyes, était candidat au Sénat. C'est une information qui est de nos confrères de l'Opinion. Il doit donc recevoir l'investiture de l'UMP ce soir lors de la Commission nationale. À la veille de la présentation en Conseil des ministres des projets de loi sur la réforme territoriale, les ministres en charge de ces textes étaient ce matin au groupe socialiste du Sénat pour convaincre les sénateurs de la majorité du bien fondé de cette réforme. On écoute la ministre Maryllise Lebranchu et André Valigny, tous deux au micro de Quentin Calmet. On avance bien à la fois sur la carte des régions, sur les modes de scrutin et sur le devenir des départements ruraux, parce que la question centrale qui a été débattue ce matin, c'est bien sûr les compétences, c'est bien sûr le redressement du pays, la carte des régions, mais beaucoup d'interventions sur les départements ruraux et l'idée que entre aujourd'hui et 2020, on a le temps et qu'il faut utiliser ce temps pour trouver une solution pour les départements ruraux. Le Parlement est souverain. En termes législatifs, heureusement, il lui revient d'amender les textes du gouvernement s'il le souhaite. Nous verrons bien ce que donnent les débats parlementaires. En tout cas, la carte du gouvernement, elle a le mérite d'exister. Beaucoup de cartes ont circulé, aucune ne fait l'unanimité. D'ailleurs, je ne connais pas à ce jour de carte alternative à celle du gouvernement qui fasse consensus. Le gouvernement tiendra évidemment, et c'est normal, en démocratie parlementaire, le plus grand compte de ce que diront les parlementaires. Et notre invité ce soir, Martin Malvy, bonsoir. Vous êtes président PS de la région Midi-Pyrénées. Vous avez été entendu cet après-midi par la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales sur votre rapport rédigé avec Alain Lambert sur les finances locales. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, cette réforme territoriale qui arrive demain en Conseil des ministres. À une abstention près, les conseillers régionaux du Languedoc-Roussillon ont rejeté la fusion de votre région avec de la leur avec Midi-Pyrénées. C'est ce qui est envisagé par le gouvernement. Ils vous demandent de fusionner avec l'Aquitaine. Alors, quelle est votre réaction ?
C'est gentil de leur part. La réaction, c'est d'abord que nous ne sommes pas consultés. Il est bien évident que le dessin de la carte territoriale, comment la France se construit et se développe, ne peut pas relever de la volonté de chacun ici ou là, mais d'un dessin plus global. Nous n'avons pas la même approche que mon ami Christian Bourquin. Moi, je pense que quand on regarde la carte de France, et la carte d'Espagne, que l'on voit où nous nous situons, sud, sud-ouest, des territoires dont on a souvent dit qu'ils étaient pauvres parce que loin et pas dans les grands circuits, le grand couloir européen. On voit qu'il y a une grande région qui s'appelle Provence-Alpes-Côte d'Azur, 6 millions d'habitants. À côté, Rhône-Alpes, qui va s'agrandir à l'Auvergne, 7 millions d'habitants. Au sud, la Catalogne, 6 millions d'habitants. Et là, la proposition du gouvernement, c'est de faire une région qui aura elle aussi 6 millions d'habitants et qui va se retrouver au niveau de la 3e région française en ce qu'on appelle le produit intérieur brut par habitant, la capacité, avec deux métropoles. L'une c'est Toulouse, 4e ville de France, la seconde c'est Montpellier. C'est bien ce qui inquiète, parce qu'il faudra peut-être choisir entre ces deux métropoles. Non, les deux collectivités seront métropoles. Montpellier n'a pas le statut de métropole aujourd'hui, mais la loi l'autorise. Et moi je suis très favorable à ce que Montpellier devienne métropole. Non, ce sont au contraire les deux piliers sur lesquels, en matière d'enseignement supérieur, de recherche, de développement économique, pourront s'appuyer cette nouvelle, ou pourra s'appuyer cette nouvelle région. À mon avis, c'est une chance d'avoir une région de 6 millions d'habitants dans la compétition nationale et européenne, à côté de ces trois grandes régions, avec ces deux métropoles. Projetons-nous dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, avec des régions qui ont la compétence de développement économique. C'est une chance fabuleuse que n'ont pas ni l'une ni l'autre des deux régions. Mais cette fusion risque de se faire dans la douleur. Martin Malvy, vous venez d'être élu président de l'Association des petites villes de France la semaine dernière à Annonay, en Ardèche. Comment voyez-vous l'avenir de ces petites villes dans cette nouvelle organisation territoriale? Non, c'est l'inverse. En Ardèche, la semaine dernière, j'ai rendu mon tablier sur la présidence d'une association que j'ai créée moi-même et que j'ai présidée pendant 25 ans. Donc j'ai dit, ça suffit, 25 ans. C'est Olivier Dussopt, qui est député d'Ardèche, qui prend le flambeau. Mais vous avez votre mot à dire sur cette... Et le thème, c'était, y a-t-il une vie en dehors des métropoles pour les petites villes? Moi, le territoire français, il est très divers. Il est très divers d'une région à l'autre. Et à l'intérieur de chaque région, il est très divers. Il faut développer, c'est un peu ce que nous avons dit dans le rapport avec Alain Lambert, il faut savoir développer l'intercommunalité. Parce que l'un des problèmes aujourd'hui, c'est le fait que nos concitoyens, parce que ça c'est pas un problème d'écharpe, c'est un problème de concitoyens et de développement économique. Nos concitoyens se déplacent beaucoup plus qu'ils ne se déplaçaient il y a 50 ans. Et aujourd'hui, dans les petites villes, dans le milieu rural, beaucoup sont des femmes et des hommes qui viennent d'ailleurs, qui sont venus s'installer là, et qui ont un besoin de service qui est du même ressort que celui qu'ils attendent de la grande ville. Donc nous avons dit, oui, il faut développer l'intercommunalité, et c'est l'un des supports du rapport avec Alain Lambert, repris dans le texte actuel. Nous avons dit également, il faut donner, parce que partout ça a bougé en Europe, il n'y a que chez nous que ça n'a pas bougé. En Espagne, en Allemagne, en Suède, au Danemark, partout ça a bougé. Il faut donner aux régions un vrai pouvoir économique, et simplifier, parce que comme on a tous des problèmes, l'État, les collectivités, des problèmes de finances publiques et de moyens, l'efficacité passe par la simplification, et on s'interroge sur quelle économie demain. C'est impossible à chiffrer, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si on mutualise les moyens, on fera des économies, c'est incontestable. Et l'économie, ça peut être aussi la plus grande efficacité, ce qui revient à une forme d'économie. Si on peut aller plus loin dans le développement économique avec les mêmes moyens, parce qu'on aura mutualisé. Donc je crois qu'on est à un moment donné de notre histoire où on a deux solutions. Où on reste, on n'est pas si bien que ça, hein, ou
faut on bouge. Et à tous ceux qui aujourd'hui disent ah oui mais enfin il faut pas faire ceci ou cela. Le gouvernement envisage de bouger avec cette réforme territoriale. J'en dis combien de fois avez-vous critiqué le millefeuille territorial? Réfléchissez-y. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Mais avant d'examiner la réforme territoriale, elle viendra au Sénat les 1er, 2 et 3 juillet prochains. Eh bien, les sénateurs vont examiner à partir de la semaine prochaine la réforme pénale. Ils ont donc entendu cet après-midi la garde des Sceaux, Christiane Taubira, et elle a rappelé les principes qui l'animaient dans cette réforme. On l'écoute. Individualiser la peine de façon à ce qu'on fasse en sorte qu'elle soit le plus efficace possible. Le deuxième principe consiste à considérer qu'il est important justement, de façon à individualiser, que les magistrats disposent de la totalité de leur pouvoir d'appréciation, qu'ils disposent de ce pouvoir d'appréciation et qu'on puisse mettre à leur disposition les éléments qui leur permettront de prendre les décisions les plus justes. Et bien entendu, cette individualisation qui sera prononcée par ces magistrats qui disposent de leur pouvoir d'appréciation, cette individualisation, elle doit être complète, c'est-à-dire non seulement au moment du prononcé de la décision, mais également au moment de l'exécution de la peine. Ensuite, nous renforçons les droits des victimes, nous les rassemblons parce qu'ils étaient épars dans le code de procédure pénale. Et on reste au Sénat avec l'adoption cet après-midi en séance d'une proposition de loi dont l'objectif est de permettre aux candidats aux municipales dans les petites communes de se présenter sans étiquette. Le détail de ce texte avec Julie Hulin. Il y a 3 mois, à la veille des élections municipales, l'incompréhension avait gagné de nombreuses petites communes. Les listes se présentant dans les villes de moins de 3500 habitants devaient obligatoirement choisir une étiquette politique, au risque de se voir appliquer une nuance par la préfecture. Un nouveau règlement instauré par le ministère de l'Intérieur que certains veulent voir changer. On retrouve dans des équipes communales des gens qui ont des étiquettes, des sensibilités totalement différentes et qui sont là uniquement pour faire avancer la commune, pour travailler dans la commune, pour apporter vraiment quelque chose à la commune. La proposition de loi UMP adoptée cet après-midi au Sénat donne à ces candidats la possibilité de se présenter aux municipales sans étiquette. La nuance divers proposée par l'administration ne permettant pas, selon les sénateurs, de refléter la réalité politique. Dans l'étiquette diverse, vous avez le parti d'en rire, le parti pirate, le parti blanc, le parti homme, nature et animaux. Et ça n'a rien à voir avec des gens qui se déclarent sans étiquette, qui ont sans doute, bien sûr, des convictions politiques, mais qui ne souhaitent pas les voir apparaître pour gérer, je le répète, ensemble leur commune. Le gouvernement, conscient des préoccupations des élus, a proposé cet après-midi un amendement visant à ne publier les nuances politiques apposées par l'administration qu'au lendemain des élections municipales. Un amendement rejeté. Pour connaître une suite, la proposition de loi doit maintenant être examinée à l'Assemblée nationale. Figure emblématique de l'autorité dans les campagnes, le garde champêtre est voué à disparaître. Une proposition de loi a été adoptée hier par le Sénat. Elle propose de le fusionner aux policiers municipaux. Il deviendrait ainsi des agents de police territoriale. Une transformation qui ne va pas sans nostalgie. Voyez ce reportage dans l'Oise de Sandra Cerquera et Pauline Dame. Cela fait 8 ans que Tony est garde champêtre. Aujourd'hui, il est inquiet pour son avenir. Si son métier est fusionné avec celui d'agent de police municipale, il ne pourra plus verbaliser en cas d'infraction. Nos prérogatives, il faut les conserver puisque ça nous permet d'avancer dans le travail, de faire du procès verbal, voire même, pour la chasse, par exemple, de saisir armes, véhicules de transport quand on a tué un animal d'une façon illicite. On peut saisir sans l'accord de l'EPJ. On est agent de police judiciaire. Symbole fort de la France, le garde champêtre intervient en matière de police rurale et exécute sous l'autorité du maire des missions de prévention et de maintien de la sécurité et de la salubrité publique. Un métier qui remonte au Moyen-Âge. Alors pour Tony, cette perte de pouvoir, c'est quelque chose d'inconcevable. C'est pas un pas en arrière, c'est 10 pas en arrière. C'est incroyable que l'on puisse pouvoir nous rétrograder autant et sans regard sur l'environnement. À la mairie aussi, on s'inquiète. L'adjointe au maire regrette le manque de concertation. On navigue à l'aveugle, là, puisqu'on est au courant de rien. On l'apprend justement par le biais de Monsieur Top, qui est garde champêtre chez nous. La France est quand même majoritairement rurale, avec beaucoup de milieux à protéger aussi. Donc aujourd'hui, on a justement la possibilité d'avoir des gardes champêtres qui s'occupent de ça. Qui va les remplacer Avant le vote du Sénat,
La fin programmée de ces agents de verdure était déjà en marche. Pour preuve, plus aucun concours de la fonction publique territoriale n'est organisé en France. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 1800 à exercer ce métier. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat consacré aux enjeux de la réforme ferroviaire avec nos invités ce soir. Roland Ries, bonsoir, sénateur socialiste du Bas-Rhin. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Philippe Dominati, sénateur UMP de Paris. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Roland Ries, est-ce que le gouvernement doit entendre la colère des grévistes, mais aussi l'exaspération des usagers et reporter finalement cette réforme ? Je ne pense pas qu'il faille reporter cette réforme. Elle est indispensable. Et d'ailleurs, je crois que sur le principe, sur la nécessité de la réforme, il y a un assez large consensus. Après, les modalités, c'est autre chose, évidemment. Moi, je pense que le système sur lequel nous avons vécu jusqu'à maintenant, où il y avait une séparation nette entre le gestionnaire d'infrastructure, Réseau Ferré de France, et l'opérateur historique SNCF, ce système, il n'est pas bon. Et donc, l'idée de le réformer, d'avoir une autre gouvernance du ferroviaire en France, elle est, me semble-t-il, incontournable. Alors, les autorités de Bruxelles ont leur mot à dire là-dedans aussi, car nous ne sommes pas un pays isolé du reste de l'Europe. Il faut évidemment en tenir compte. On vous entend sur le bien fondé de la réforme, mais sur la colère des manifestants et l'exaspération des usagers. Alors, je voudrais juste aller jusqu'au bout, parce que nous avons réussi à obtenir, Frédéric Cuvillier a réussi à obtenir que l'on sorte de ce système de séparation radicale entre gestionnaire d'infrastructure et opérateur historique, et qu'on ait une forme de holding, comme on dit, donc de groupe intégré avec trois entités qui sont aujourd'hui contestées par certains syndicats. Alors même qu'ils avaient participé à la discussion et on était arrivé, me semble-t-il, à un texte relativement consensuel. Je crois que l'inquiétude des personnels de la SNCF, ça concerne leurs conditions de travail et leur statut. Or, ils sont garantis de cela. Il y aura négociation d'un accord global, mais la droite semble le statut est garanti. Sur ce thème, sur cette réforme. Pas question de cautionner la grève, dit Christian Jacob, le patron des députés UMP à l'Assemblée. Pourtant, vous jugez cette réforme mauvaise sur le fond. Oui, elle est mauvaise parce que, en réalité, ce qu'il y a d'étonnant dans cette réforme, c'est que c'est une réforme de structure très technocratique. Et le gouvernement n'a pas su prévoir, je dirais, l'accompagnement, la pédagogie nécessaire vis-à-vis des personnels impliqués, intéressés, sur une réforme qui est une réforme structurelle. J'ai entendu dire que la France n'était pas isolée ici. La France est isolée en Europe dans le domaine ferroviaire parce qu'elle a obtenu une dérogation. Une dérogation pour maintenir le monopole ferroviaire du service public, non seulement à la SNCF, mais RATP, RFF, etc. Cette réforme, elle ne résout pas un problème, c'est-à-dire le financement du rail. Et c'est encore une opération de mistigris, alors qu'il y a 40 milliards d'endettement sur les infrastructures. Et tout ça, on n'en parle pas. On change les structures. On crée la RAF en plus, une autorité présidée par le ministre. Donc il y a une impréparation gouvernementale vis-à-vis des personnels concernés. On n'écoute pas assez les usagers parce que les usagers ne sont pas satisfaits de la manière dont ça fonctionne. On voit que tous les pays européens ont réussi à faire une réforme et nous, on traîne, on fait des demi-réformes. Alors, je suis pour que la réforme, et à l'UMP, on est pour que la réforme viennent au Parlement, mais effectivement, elle sera amendée, on proposera des amendements parce qu'elle est mauvaise. Oui, Roland Ries, Philippe Dominati vient de soulever un point sur cette question. Normalement, cette réforme doit permettre de régler la question de l'endettement de ces structures qui s'élèvent à 44 milliards d'euros. Et les syndicats, c'est ce qu'ils disent, cette réforme ne va pas apporter de solution à cette question. Qu'en pensez-vous ? Avouons qu'à tout le moins, ce n'est pas le gouvernement actuel qui est responsable à lui seul des 44 milliards dans lesquels se débat aujourd'hui notre système ferroviaire. Donc c'est quelque chose qui remonte à loin. Et le premier objectif de Guillaume Pepy et de Frédéric Cuvillier, c'est de faire en sorte que cette dette ne s'accroisse pas. C'est-à-dire que les investissements qui sont faits et le déficit d'exploitation soit gagé soit adossé, comme disent les spécialistes, à des recettes correspondantes. Donc qu'on stabilise la dette, car année après année, elle s'aggrave.
il y a quelques années, elle était à 33-34 milliards. Aujourd'hui, on est à 44. Donc il faut arrêter ce phénomène parce qu'il pèse et constitue une épée de Damoclès qui pèse sur l'ensemble du système. Et là, je comprends les inquiétudes des personnels. Ils se disent, si on continue comme ça, un jour ou l'autre, le système va imploser. Donc il faut stabiliser cette dette et ensuite, effectivement, essayer de trouver les solutions, comme l'ont fait les Allemands il y a maintenant une quinzaine d'années, non pas en faisant payer l'État, mais en trouvant les moyens d'augmenter la productivité du système et de le rendre plus efficace en termes de services publics. Philippe Dominati, on peut s'inspirer de ce qu'a fait l'Allemagne pour mener à bien cette réforme ? Bien sûr, on devrait s'inspirer, et notamment, je dirais, sur une certaine compétitivité. Deutsche Bahn est une société qui fonctionne, qui s'est adaptée à la concurrence. Ce que l'on peut craindre pour le rail, d'une manière générale, c'est que dans le domaine des transports, c'est facile pour aucun gouvernement. Mais enfin, on a bien vu les ports français disparaître par rapport à la concurrence des ports européens à cause, je dirais, de la pression syndicale non maîtrisée ou archaïque. On a bien vu les compagnies maritimes, que ce soit Transmanche ou pour la Corse, disparaître face à une concurrence, et maintenant, le gouvernement manque d'audace. Il était normalement bien placé pour avoir une confiance vis-à-vis des organisations syndicales, mieux placé qu'un autre gouvernement. Les gouvernements que j'ai soutenus par le passé ont entamé des réformes, par exemple sur la retraite, le statut particulier. Effectivement, RFF, c'était pour trouver un financement, que ça avait été fait pour répondre, mais tout cela, on n'a pas abordé. On s'est contenté de parler des structures, et sans même l'expliquer au personnel concerné, je dirais avec un minimum de pédagogie. Comment expliquez-vous, Roland Ries, effectivement, que la gauche soit confrontée à de telles contestations sociales? Il y a effectivement ce mouvement des syndicats, il y a aussi la question des intermittents cette semaine. Je pense que, alors, il faut distinguer. Il y a des intermittents, on ne peut pas tout mélanger, c'est des revendications différentes. Alors, c'est vrai, sur la réforme ferroviaire. Sur le ferroviaire. Dans un gouvernement de gauche. Sur le ferroviaire, aujourd'hui, je suis absolument convaincu que nous avons avancé par rapport à ce qui était prévu au départ. C'est-à-dire, la gouvernance, c'est quelque chose d'important. Je ne suis pas d'accord avec M. Dominati pour dire que bon, ça, c'est des structures, c'est pas important. Si, c'est important. Est-ce que la SNCF, notre opérateur historique, va être à terme un opérateur comme les autres? Eh bien, moi, je pense que non, qu'il doit y avoir un lien, évidemment régulé, entre l'opérateur historique et le gestionnaire de l'infrastructure. On voit bien ce qui s'est passé, y compris récemment avec le problème sur les rames trop larges par rapport à l'infrastructure des quais. Il faut qu'il y ait une vraie coordination et évidemment qu'on puisse à terme ouvrir à la concurrence, mais une concurrence régulée, pas une concurrence sauvage comme parfois on l'entend du côté de la droite. Quelle issue voyez-vous à ce mouvement, Philippe Dominati? La grève dure depuis une semaine, elle est reconduite demain. Les députés pensent examiner ce texte jusqu'à jeudi, puis ça arrivera aussi au Sénat début juillet. Écoutez, le mouvement, d'abord, il y a une habileté des autorités de tutelle vis-à-vis de la gestion d'une grève. C'est jamais simple, encore une fois, pour un gouvernement de régler ce genre de problème. Mais normalement, on arrive à instaurer un dialogue, une confiance et à convaincre. Manifestement, le gouvernement n'arrive pas à convaincre les personnels concernés. La réforme de structure, eh bien, c'est surtout d'abord une réforme financière et la France prend du retard. Elle prend du retard sur le service et le service aux usagers. C'est ça le plus important. Ce sont les usagers, ce ne sont pas les syndicats. Et pour les usagers, il y aura de toute manière une concurrence européenne, parce qu'on doit s'adapter à l'Europe. On sait très bien que des trains d'autres nations voisines vont bientôt desservir les usagers. Et là, le risque pour la SNCF, c'est qu'on ait le choix. J'ai pris l'exemple de la SNCM. Merci Roland Ries, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk et très bonne soirée et à demain.